Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Jean-Luc Touly. Bonjour Jean-Luc Touly, vous êtes président du FRIC, le Front républicain d'intervention contre la corruption. Vous êtes un lanceur d'alerte et vous aviez publié il y a un peu moins de 2 ans, 15 mois, Les requins de la fin de vie. C'était paru aux éditions Michel Lafon et vous dénonciez déjà à l'époque ce dont on est en train de parler depuis 24 heures, c'est-à-dire la profitabilité, la pression à la rentabilité dans les EHPAD. Vous parliez de zones de non-droit. Vous aviez publié ce livre très fort dans lequel vous dénonciez tout un tas d'autres choses qui touchent les personnes âgées, à savoir les obsèques, la mise sous tutelle, mais il y avait toute une partie consacrée aux EHPAD parce que je me souviens très bien, vous êtes parti de votre expérience personnelle. Et donc je voulais vous rendre aussi hommage sur cette enquête que vous aviez faite. Après on se demande pourquoi certaines prennent et d'autres pas, mais on semble découvrir ce qui se passe dans les EHPAD alors que ça existe depuis très longtemps. Je me félicite d'abord qu'on parle de ce sujet à travers ce nouveau livre. Notre livre, il y a 15 mois, n'a pas fait l'objet, en dehors de Sud Radio, de quoi que ce soit. Et on m'a rien proposé, pas de 15 millions d'euros, rien du tout. Et on mettait en cause un peu Orpea, mais surtout le groupe Korian. Korian, oui. Et sa directrice générale, sa présidente depuis 2016, qui est en même temps quelqu'un de connu, parce qu'elle a travaillé dans les cabinets comme M. Larcher, M. Fillon, elle a été dans les conseils d'administration d'Areva, d'Alliance, etc. Et elle gagne plus d'1 million d'euros par an. Mais pourquoi on avait écrit ce livre avec Roger Langlais à l'époque? C'est parce que moi-même, j'étais ma mère étant dans un EHPAD à Antony, dans les Hauts-de-Seine, j'ai été élu par les familles de résidents, président du Conseil de la vie sociale. C'est une sorte de comité d'entreprise, mais pour les familles. C'est quelque chose d'ailleurs dont on parle peu, et c'est le seul moyen pour les familles d'avoir des informations qui sont difficiles à avoir. Mais c'est le seul moyen aujourd'hui qui est consultatif de pouvoir faire bouger les choses. Et pendant toute cette période du Covid, tous les résidents de cet EHPAD, mais c'est vrai ailleurs, il n'y a pas eu de mort dans l'EHPAD en question, en tout cas. On ne l'a pas su s'il y en avait eu, mais il y a eu beaucoup de gens qui ont eu le Covid. Et donc, à partir de là, il y a eu des isolements du fait de décisions de l'Agence régionale de santé qui fermaient complètement les EHPAD. Donc, à la fois, les familles ne pouvaient pas rendre visite à leurs résidents, et d'autre part, les résidents étaient souvent enfermés dans leur chambre. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu un amaigrissement général. Évidemment, comme beaucoup de gens étaient dépendants, peu étaient autonomes, et ça s'est pas arrangé. Et donc, effectivement... Mais ça, j'ai envie de dire, c'est ponctuel, factuel, dû au Covid. Ce que vous dénonciez dans le livre, c'est tout de même la mainmise, et c'est ce que raconte également le livre qui est paru chez Fayard, qui s'appelle Les Fossoyeurs. C'est cette pression aujourd'hui à la rentabilité qui est faite par ces grands groupes. Là, on cible Orpea, vous avez cité Korian, ils sont nombreux à exister et à pratiquer ce genre, apparemment, ce genre de méthode. Avec Roger Langlais, on a visité à peu près 25 EHPAD, privés, publics. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le privé et le public, malheureusement. Et du fait, si vous voulez, qu'il y a à la fois le personnel aide-soignant, infirmier ou infirmière, c'est plutôt d'ailleurs un travail de femmes. En région parisienne particulièrement, c'est des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne qui font 10-12 heures par jour payées au SMIC ou un petit peu plus. Et donc, c'est pas ces personnels qu'on mettait en cause dans le livre, c'était effectivement les directions qui elles-mêmes dépendent de groupes privés ou d'institutions de retraite, parce que les institutions de retraite comme Malakoff, Médéric, Humanis, l'AG2R, Agir Carco sont très présents dans ce genre d'institutions. Et là, il y a des consignes qui ne sont pas remises en cause d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de contrôle des ARS véritables, malgré les signalements que moi j'ai faits, mais d'ailleurs dans mon établissement. Parce que tout simplement, il n'y a pas les moyens. Donc, si vous voulez, quand il y a peu d'effectifs, les maltraitances, pas forcément d'une manière physique entre un aide-soignant et le résident, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps.
de changer les couches, de faire le lit, d'aider à manger. Une maltraitance du fait d'une mauvaise gestion et d'une mauvaise organisation. On sent que c'est la rentabilité qui compte. Toute la partie administrative, sans accuser personne particulièrement, mais on va dire que c'est l'humanité là-dedans n'existe pas, et que vous avez les personnels qui se battent comme ils peuvent pour essayer de rendre un peu la vie un peu plus agréable. Donc il y a le problème de la nourriture. Quand vous savez qu'en moyenne, le petit déjeuner était servi entre 7h30 et 9h, qu'ensuite le déjeuner est à 12h, mais tout ça d'une rapidité extrême parce qu'il faut ramener les gens dans leur chambre. Ensuite, il y a le goûter à 16h, 16h30. Et on mange maintenant à 18h, 18h30. Si vous voulez, donc, les gens n'ont pas forcément d'appétit. Ils n'ont pas d'animation également pour essayer de les intéresser à autre chose que de rester dans leur chambre et à regarder la télévision pour ceux qui peuvent la voir. Donc tout ça fait que cette maltraitance généralisée, qu'on dénonçait sur une enquête pareille qui avait mené 3 ou 4 ans, si vous voulez, et tous les rapports qui ont été faits depuis une vingtaine d'années montrent que les problèmes se sont pas arrangés, mais se sont développés de manière beaucoup plus importante. Et la Covid a effectivement aggravé les choses, cette situation. Parce que le nombre de morts qui a été caché, en tout cas on ne savait pas trop, et on ne le sait toujours pas véritablement, mais certainement des milliers de morts parce qu'il n'y avait pas les vaccins, parce qu'il n'y avait pas... Alors, les masques par exemple, prenons les masques dans les EHPAD, on les a reçus au compte-gouttes. Après, il y avait une difficulté entre est-ce qu'il fallait mettre les FFP2 ou les chirurgicaux. Il n'y avait pas les blouses, il n'y avait pas les gants. Enfin, je parle au niveau du personnel et au niveau des familles qui pouvaient visiter leur famille. Mais encore une fois, là, c'est Covid, ça a accentué des dysfonctionnements, mais c'est au-delà. C'est systémique. C'est-à-dire qu'il y a pénurie de personnel, il y a pression sur les frais et il n'y a pas de contrôle. C'est aussi ça. Il n'y a aucun contrôle. Et les familles sont démunies. J'ai un proche en EHPAD, on nous dit c'est comme ça et pas autrement. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à le changer d'endroit. Et ils savent très bien, et vous le racontiez aussi, quand quelqu'un décède, il est très vite remplacé aujourd'hui. On ne connaît même pas d'ailleurs la personne qui est décédée. On s'en aperçoit parce que tout simplement, on ne la voit plus. Mais il n'y a aucune information de donnée. Mais en termes de nourriture, c'est quand même, là aussi, il y a des choses, parce que c'est important la nourriture et les repas. C'est quoi, c'est 2 €, non? C'est ça? C'est entre 2 et 4 €. Et pour un coût, alors, en gros, l'échelle au niveau national, ça va de 2 000 à 6 000 €. Il y a toujours des exceptions, comme on l'a découvert à Neuilly, mais c'est assez exceptionnel. C'est entre 2 000 et 6 000. Là où ma mère se trouve, c'est 3 500 €. Mais il faut rajouter la coiffure, les pédicures, tout un tas de choses, et il faut payer en plus. Donc, si vous voulez, on approche, on va dire, en région parisienne à 4 000 €, c'est un peu moins cher en province, mais tout ça, on sent que c'est la rentabilité. Et c'est un peu comme dans les hôpitaux, entre ceux qui dirigent les hôpitaux et les médecins et les infirmières. Il y a un décalage phénoménal, et là-dedans se sont glissés des hommes et des femmes, on va dire, il y a même, je ne veux pas les citer parce que je cite souvent le même nom, les 2 milliardaires les plus connus en France, qui ont des intérêts financiers là-dedans, parce qu'effectivement, ça rapporte gros. Ça rapporte beaucoup, Et donc, comme le coût est cher pour les résidents, qui n'ont pas la retraite suffisante pour se payer. Donc, il faut que les familles puissent les aider, ce qui n'est pas toujours le cas. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a il y a les EHPAD, mais à côté des EHPAD, il y a les résidences autonomie, les résidences services. C'est toujours le même groupe. C'est-à-dire que là, on prépare la rentrée aux EHPAD pour les personnes un peu plus en meilleure forme, mais qui ont perdu leur conjoint, qui se retrouvent tout seuls dans leur maison. Donc, il y a tout un système, mais vraiment de rentabilité, de profit absolument énorme sur la santé de nos aînés. Et on va tous être aînés à un moment ou à un autre. D'ailleurs, j'y suis déjà moi. Et donc, mais comment on explique cette inertie? Là, je vois à l'instant une alerte. Le patron du groupe Orpea convoqué le 1er février par la ministre chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon. Mais on a envie de lui dire à Madame Bourguignon, mais qu'est-ce que vous avez attendu? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, elle n'est évidemment pas responsable de tout, mais enfin, quand on est responsable, quand on est ministre, délégué auprès des personnes âgées, on a forcément entendu parler de ce qui se passe dans les EHPAD. Alors attention, tous ne sont pas concernés. Il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des maisons, mais c'est très compliqué. Et là, on voit, elle est convoquée, on a l'impression que c'est... on en parle dans la presse, et là, d'un seul coup, on va se dire, il faut faire quelque chose. C'est malheureusement de la communication, et c'est pas la première. Ça fait une vingtaine d'années, du temps de Chirac, de Sarkozy, de Hollande, de M. Macron maintenant.
à chaque fois, lorsqu'il y a des sujets qui sortent ou des scandales qui sortent, là celui-là il est un peu plus gros que d'habitude et plus étendu, effectivement on réagit et on est à l'approche des présidentielles. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on propose? Parce que c'est tellement de milliards qu'il faudrait consacrer à ça. Revaloriser les salaires et puis des contrôles peut-être. Est-ce que les contrôles changeraient quelque chose? Alors, les contrôles, normalement, ça devrait être les ARS et puis les conseils départementaux. Bien sûr. Bon, les conseils départementaux, moi-même, alors sans attaquer le conseil départemental des Hauts-de-Seine, c'est pas le sujet, mais j'ai envoyé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, au maire, d'Antony en l'occurrence, de la commune où se trouve l'EHPAD de ma mère, j'ai écrit aux ARS, j'ai appelé les ARS qui, une fois m'a répondu, a pris mon coup de téléphone, j'ai fait les signalements et on me dit mais on pourra pas vous tenir au courant parce que c'est pas notre rôle. Nous on va voir ce qu'on fait vis-à-vis de la direction de l'EHPAD dans la question, mais on peut pas revenir vers vous. C'est-à-dire que les familles et moi-même représentant des familles, j'ai appelé mais je n'ai jamais eu de réponse de l'EHPAD. J'ai convoqué aussi le président du groupe des EHPAD qui s'appelle Univie. Il est venu difficilement, il est venu une demi-heure pour nous dire oui, je comprends, il manque d'effectifs, il manque un certain nombre de choses, c'est cher. D'ailleurs, j'ai proposé une baisse du coût supporté par les familles et les résidents. En fin de compte, j'ai pas eu de réponse. Ouais. Donc, si vous voulez... Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut mettre une pression j'entends, moi, beaucoup de gens qui témoignent, qui racontent, qui sont confrontés à des proches qui sont en EHPAD et qui sont dans des situations très souvent très compliquées. Il y a peu d'EHPAD, il y a des groupes d'EHPAD qui font des choses formidables, mais globalement, il y a quand même une maltraitance qui s'est installée et face à laquelle on se sent très impuissant. Écoutez, suite à votre émission qui a dû avoir lieu au mois de... en 2020. 2020, en octobre-novembre. J'ai reçu énormément, dans les 2 mois qu'on suivi, énormément d'appels de familles qui me disent notre résidence a été maltraitée. Bon, il y en a, c'était physiquement, il y a eu des procès qui n'ont pas d'ailleurs vraiment abouti, notamment à Arcueil, Clamart, etc. Mais aussi à Mougins, un peu dans la Haute-Garonne, un peu partout en France. Et si vous voulez, ce qu'il en est sorti, c'est que le seul moyen dont on dispose, c'est d'organiser une sorte de collectif associatif, qui existe d'ailleurs, mais qui est peu connu, pour, si vous voulez, ramasser tous ces témoignages et de faire une action devant la justice pour dire non, c'est pas possible. Mais qui est responsable? Il y a la partie santé, et la partie santé, c'est important, c'est l'État. Et là, ça ne bouge pas. Parce que quand vous mettez votre parent, parce que vous y êtes obligé, ou parce que votre parent éventuellement le demande, il pense qu'il va être suivi médicalement. Oui. Ça, c'est une énorme erreur. Parce que souvent, ce sont des médecins coordonnateurs. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, des médecins coordonnateurs, donc ils ne sont pas des médecins qui soignent. C'est des médecins qui, reçoivent les personnes qui veulent rentrer dans les EHPAD pour évaluer le degré d'autonomie ou de dépendance. Et puis, ils sont là pour gérer la posologie des médicaments. Et là aussi, au niveau des médicaments, il y a aussi des choses qui se passent assez bizarres. On a donné un certain nombre de médicaments pour, si vous voulez, un peu endormir les familles. Pas les familles, les résidents, pardon. On a donné beaucoup de paracétamol. Tout ça aussi, derrière, il y a l'industrie pharmaceutique, il y a des liaisons. Donc, si vous voulez, il y a tout un système, on l'a dit tout à l'heure, et donc face à ça, c'est les politiques qui devraient... Bien sûr, s'en emparer. Et ils ne s'en emparent pas en dehors de la communication et de lois promises sur la fin de vie, l'autonomie, etc. Et Chirac... Sarkozy, Hollande, à chaque fois on en parle, surtout au début de la campagne dans les promesses, et il ne se passe rien. Mais là on se rend bien compte on a Laurence qui nous dit les familles se rendent bien compte des dysfonctionnements quand une personne après 4 mois est devenue incontinente, a perdu 10 kilos, pleure. Lorsqu'on pose la question, la réponse non, vous inquiétez pas, il mange bien, il a même l'apéro, l'air de dire que tout va bien, et cette personne vous demande de ne rien dire, et on comprend qu'il y a des brimades. C'est vrai que les familles ont peur des représailles après. Moi, on m'a raconté c'est ça le problème. D'un monsieur dont le lit, vous savez, les lits montent et descendent, est tombé au ras du sol. Il est resté tout le week-end au ras du sol parce qu'il n'y avait personne pour le réparer. Et pareil, la réponse est oui, c'est comme ça, il n'y a personne. Les couches ne sont pas changées en temps et en heure. Donc, quelque chose qu'on n'a pas parlé, c'est les draps, par exemple. Les draps ou les couvertures. Il s'est avéré qu'on a eu des témoignages après, justement, pendant l'enquête, mais surtout après l'enquête et après votre interview,
Oui, on met souvent, vous savez, des espèces de draps qui servent aux urgences, vous savez, juste pour un peu de survie, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y avait plus de draps. Parce qu'il faut les laver, les draps, régulièrement. Donc on met des draps jetables. Et on met les draps jetables. Donc le chauffage n'est pas toujours en rendez-vous. Enfin, il y a tout un tas de choses qui font que c'est vraiment il y a aussi une dernière chose, chose. On a vu dans le livre qui est sorti, on a vu Françoise Dorin, parce que je pense que c'était aussi pour ça qu'on a... de là. Et on voit une photo avec une piscine. Vous voyez, il y a certains EHPAD, dont celui où ma mère se trouve, il y a une balnéothérapie, il y a vraiment des choses. Mais personne n'y va, parce qu'il n'y a personne qui peut accompagner pour la surveiller et pour la ramener. Donc, effectivement, c'est dans les... Il y a des installations, mais il n'y a pas les moyens de les faire fonctionner. Les installations sont bien, il y a des prospectus qui vantent, c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent. Et puis, c'est des investissements qui rapportent énormément, qui sont aujourd'hui des placements financiers pour les investisseurs, d'où cette pression financière. Je rappelle votre livre qui s'appelle Les requins de la fin de vie, parce que vous évoquez également les mises sous tutelle, les obsèques, la collusion qu'il peut y avoir entre les pompes funèbres et certains établissements. Et puis il y a également donc le livre Les Fossoyeurs de Vincent Castanet, mais le vôtre alertait déjà il y a 2 ans. C'est pour ça que je voulais vous avoir, parce que il y a 15 mois, même pas 2 ans, 15 mois, rien n'a changé, rien n'a bougé. Mais je suis pas déçu, parce que notre livre n'a pas fait l'objet de grande publicité. Non. Ce qui compte, c'est d'en parler. Et donc ce livre-là, à la veille des présidentielles, j'espère que les candidats vont en tenir compte, vont s'emparer du sujet. Celui qui va être élu, il faudrait qu'il s'y prenne vraiment. Merci beaucoup, merci Jean-Luc Touly. Dans un instant, on commente l'actualité avec vous. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons